Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Samiri. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de AINSB. Nous allons à présent poursuivre notre série de cours sur les modalités de financement. Alors cette fois-ci, nous allons traiter l'endettement. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi le recours à l'endettement et dans quelle situation, on recourt à l'endettement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise recourt à l'endettement lorsque les capitaux propres, qu'ils soient d'origine interne ou externe, sont insuffisants et les flux dégagés par l'activité d'exploitation ne permettent pas de couvrir ses besoins de financement de sa croissance. Donc, c'est la première et principale raison de recours à l'endettement. Alors, une autre raison également qui justifie le recours à l'endettement, c'est les avantages économiques et financiers que procure cette opération d'endettement. Alors, concernant l'avantage économique ou bien l'avantage fiscal, l'endettement se traduit par un effet de levier financier qui améliore la rentabilité financière de l'entreprise, d'autant plus que l'entreprise est endettée. Cet avantage est appuyé par la fiscalité qui permet bien sûr une déductibilité des charges financières et génère ainsi une économie d'impôts. L'entreprise va payer moins d'impôts grâce à la déductibilité des charges d'intérêt. C'est un avantage dont elle bénéficie de la fiscalité, ce qui va diminuer le coût réel de la dette. Alors, l'endettement peut également constituer un moyen de contrôle des dirigeants par les actionnaires, et c'est le troisième argument du recours à l'endettement, contrairement au recours excessif à l'autofinancement, comme déjà expliqué, permettant d'améliorer la performance du management. Lorsque l'entreprise est endettée, alors c'est une manière de contrôler les dirigeants, de les pousser à travailler pour rentabiliser les capitaux. Alors, les modalités d'endettement sont multiples. Les dettes peuvent être obtenues auprès des banques, on parle de crédit bancaire, ou directement sur le marché financier, on parle dans ce cas de l'emprunt obligataire. Mais il existe également d'autres formes d'endettement couramment utilisées, à savoir le crédit bail et les avances en compte associés. Alors, commençons par la première forme d'endettement, à savoir l'emprunt bancaire, ainsi que ses paramètres. Alors, comme vous le savez, les banques collectent l'épargne publique pour la transformer en ressources de financement qu'elle va octroyer aux agents à besoin de financement, notamment les entreprises, sous forme bien sûr d'un emprunt à moyen et à long terme. Alors, ces emprunts sont accordés à des conditions bien sûr de taux, de durée, mais aussi de sûreté, c'est-à-dire des garanties pour que les établissements bancaires puissent se protéger contre le risque de crédit. Le risque de crédit, c'est quoi? C'est le risque de défaillance d'un client, plutôt son incapacité à payer sa dette, et donc la banque doit s'assurer du remboursement des sommes prêtées. Il faut savoir aussi que la limitation du recours à l'endettement, elle est due principalement à des considérations d'ordre financier liées au concept de solvabilité et d'autonomie financière. L'entreprise qui recourt à l'endettement ne doit pas compromettre son autonomie financière ni sa capacité de remboursement, c'est-à-dire sa solvabilité. Elle doit être solvable, elle doit être capable de rembourser sa dette à moyen terme. Par principe de prudence, elle doit respecter donc un taux d'endettement qui est acceptable, qui va lui garantir son autonomie financière et sa solvabilité. Alors, il faut savoir aussi que l'emprunt bancaire, il est qualifié d'emprunt indivis, et ce qui veut dire que l'emprunt bancaire, il est indivisible, d'accord? Et c'est ce caractère indivisible de l'emprunt bancaire qui va nous permettre de le distinguer de l'emprunt obligataire. Alors, comment on peut définir l'emprunt bancaire? C'est à travers ces paramètres qui sont au nombre de 4. Alors d'abord,
il y a le montant de l'emprunt, à savoir la somme qui est mise à la disposition de l'entreprise par la banque. Le montant de l'emprunt, il est en fonction du besoin de l'entreprise, mais aussi de la pertinence du projet présenté au banquier en vue d'être financé. Alors, dans la pratique, il est rare que l'emprunt bancaire couvre la totalité du besoin de financement du projet d'investissement. On trouve toujours que la banque accorde donc jusqu'à 80-90% de la totalité du besoin. Alors, ensuite, le deuxième paramètre, c'est le taux d'intérêt, qui est bien sûr un taux d'intérêt nominal, contrairement au taux d'intérêt réel. Alors, il s'agit de la rémunération, bien sûr, exigée par la banque afin de couvrir les coûts liés à l'opération, à savoir le coût de refinancement auprès de la banque centrale, le coût de la gestion, le coût du risque, et ainsi de suite. Alors, ceci d'une part. Et donc, couvrir ce coût, mais également dégager une marge bénéficiaire. La banque, elle doit dégager une marge bénéficiaire après avoir couvert les coûts liés à l'opération de crédit. Alors, le taux d'intérêt est généralement fixé en fonction de la durée de l'emprunt, mais aussi du risque qui est encouru par la banque. Il est bien sûr fonction des garanties présentées selon le client. Est-ce qu'il est solvable ou bien est-ce que c'est un client qui est risqué? Alors, lorsque le client il est risqué, bien sûr, il faut lui demander un taux d'intérêt ou bien une rémunération qui est un petit peu élevée, sinon même refuser de lui octroyer le crédit. L'intérêt constitue bien sûr la principale composante du coût de l'emprunt pour une entreprise qui recourt à la dette. Mais il existe d'autres frais qui peuvent venir augmenter le coût de la dette. C'est le cas des frais de dossier et les commissions bancaires. Alors, pour ce qui est des deux autres paramètres ou bien caractéristiques de l'emprunt bancaire, alors on parle de la durée de l'emprunt qui dépend de la nature du projet, mais en général, elle est ajustée à la durée de vie de l'actif financier. Et du mode de financement, plutôt le mode de remboursement, c'est la quatrième caractéristique, ou bien dernier paramètre de l'emprunt, c'est le mode de remboursement. Alors le mode de remboursement de l'emprunt bancaire, il peut être généralement remboursé selon différentes modalités, mais principalement on distingue deux. Alors il y a l'amortissement constant, qui est rarement utilisé en pratique, et puis il y a le remboursement par des annuités constantes. Alors le remboursement par amortissement constant consiste à rembourser le même montant du capital d'une période à une autre, et l'intérêt, il est calculé sur la base, bien sûr, du capital restant dû. Alors, il en résulte que le montant des annuités, à savoir, bien sûr, une annuité, c'est le principal plus l'intérêt. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un amortissement constant? Alors, les annuités vont diminuer d'une période à une autre. Alors, ce sont des annuités dites dégressives. Alors, maintenant, pour le remboursement par annuité constante, cela suppose que l'annuité, toujours l'annuité donc principale plus intérêt, elle est constante constante d'une année à une autre. Donc, on a le même montant qu'il faut rembourser en passant d'une année à une autre. Alors, comment on calcule cette annuité constante? C'est en multipliant, nous avons une formule, donc c'est le capital emprunté multiplié par le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus l'intérêt, bien sûr, de la dette, à la puissance moins n, avec n, c'est la durée de remboursement de l'emprunt. Alors, pour ce qui est de l'emprunt bancaire, alors je souligne que il y aura une série d'exercices qui va être mise à votre disposition sur la plateforme ENT de l'université, dans laquelle nous allons traiter plus en détail et de manière technique
le remboursement d'un emprunt bancaire. Donc, il va falloir établir ce qu'on appelle un tableau de remboursement des emprunts. Alors, c'est là que nous allons expliquer plus en détail donc l'amortissement constant et les annuités constantes, avec bien sûr d'autres modalités de remboursement qui peuvent intervenir dans le cadre de ces grandes modalités. Alors, c'est le cas lorsqu'il y a un différé de remboursement. Alors, le différé peut être total, c'est-à-dire on va reporter donc le remboursement de la première ou deuxième annuité pour une autre période. D'accord? Sinon, c'est un différé qui est partiel, soit qu'on va reporter donc le paiement de l'intérêt ou le paiement du principal. Alors tout cela, on le verra plus en détail dans la série d'exercices qui sera mise à votre disposition. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.